Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance, et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessica Nel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre adultes et enfants de façon authentique. Nous parlerons également d'autodétermination, d'apprentissage autonome, d'écoute et de connaissance de soi. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on accueille André Stern. Bonjour André. Bonjour. Je te présente en quelques mots. Tu es fils du chercheur et pédagogue Arnaud Stern. Tu es papa toi-même de 2 enfants. Tu es un peu tour à tour musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur. Tu n'es jamais allé à l'école, comme l'indique le titre de ton livre publié aux éditions Actes Sud qui relate cette expérience. Donc c'est un témoignage rare et riche de ce que peut être l'aventure du unschooling. Tu es à l'initiative du mouvement Écologie de l'enfance qui se définit par une attitude nouvelle face à l'enfant, faite de respect et de confiance dans ses dispositions spontanées. On prendra le temps d'y revenir. Tu es aussi directeur de l'Institut Arnaud Stern, donc laboratoire d'observation et de préservation des dispositions spontanées de l'enfant, justement. Tu as écrit de nombreux livres. J'invite les auditeurs à s'y référer si besoin, qui sont d'une grande richesse à mon sens. Donc on a les rythmes et les rituels de l'enfant, tous enthousiastes, retrouvez votre énergie d'enfant. Jouer, faisons confiance à nos enfants. Il y a aussi semeurs d'enthousiasme et puis il y a de nombreuses ressources vidéo qui sont disponibles en ligne. Alors quand on s'intéresse à tes écrits et aux messages que tu tends à diffuser, on réalise que ça s'inscrit vraiment dans une généalogie, dans la poursuite de l'œuvre de ton père, qui t'a permis justement de faire l'expérience d'une enfance qui soit dans le respect de tes propres rythmes, en accord avec tes envies, à l'écoute de ce qui suscitait en toi de l'enthousiasme justement. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de cette transmission et puis aussi de l'enfance que tu as pu vivre ? Alors, d'accord, les deux sont intimement mêlés. Merci déjà pour cette invitation. Merci pour cette biographie exhaustive. J'ai presque plus rien à dire, du coup. Cette filiation, oui, elle est importante. Elle est un continuum. Elle est organique. Et j'en réponds tout à fait. J'en réponds d'autant plus que n'ayant pas été attendu au tournant par les paradigmes habituels, j'ai pas eu besoin de faire une crise d'adolescence et donc de vivre le détachement d'avec mes parents, avec mon père, avec une filiation, etc. Rien de tout cela. Donc oui, ce lien existe depuis toujours, comme il a existé précédemment. Les histoires que racontent mes parents, l'histoire même de mon père. Tout ça sont des éléments aussi bien constitutifs de mon devenir que de celui même de mes enfants. Avec tous les embranchements et toutes les ramifications de la vraie vie. Mon père est né en Allemagne il y a 97 ans, aujourd'hui en 2022, il est né en 1924. Il est né en une Allemagne en train de devenir nazie. En tant que juif, c'était pas la période idéale. Il a fui en 1933, laissant dans la cour Pagaré, ce qui m'a torturé toute mon enfance, parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée très tôt, cette histoire avec un grand H. Laissant sa voiture à pédales rouges non garée dans la cour de la maison de Kassel où il avait passé les dernières années de son enfance. Il est monté dans une voiture et ils sont partis, pour toujours. Et ils ont vécu, et c'est pour cela que l'enfance de mon père, moi, je la trouve très métaphorique et très instructive dès la base de notre échange, parce qu'il a connu ensuite, de 33 à 45, la guerre, la fuite, les persécutions, en tant que juif, les persécutions nazies, la pauvreté, le dénuement le plus
le plus total qu'on puisse imaginer, plus rien. La dernière valise avait été abandonnée dans un couloir face au canon des chars allemands pour courir plus vite. Une précarité complète et une insécurité constante. Il faut quand même qu'on s'imagine ce que ça signifie pour les parents de mon papa. Ce que ça a dû signifier de ne pouvoir offrir aucune sécurité matérielle. Aucune sécurité du tout à leur enfant. Une chose difficilement envisageable, imaginable pour nous. Dormir dans la paille, se couvrir de paille quand le chien aboie, le bruit des bottes, etc. Et la guerre, et les bombes, et les ciels embrasés, et les forteresses volantes. On vient de faire une liste extrêmement sombre et qui contraste avec notre obsession actuelle en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que généralement qu'humains, de créer autour des enfants des environnements et des conditions. Or, tu l'auras vu, les environnements et les conditions étaient à peu près les pires qu'on puisse imaginer dans l'enfance de mon papa. Et cependant, quand on lui demande comment a été son enfance, il dit qu'elle a été très heureuse, qu'elle était merveilleuse parce qu'il était avec ses parents et qu'ils étaient en lien et qu'il avait ce port d'attache, cette sécurité affective que donne un lien d'attachement. C'est énorme. C'est énorme parce que ça nous libère de l'injonction des environnements et des conditions. Parce que même dans les pires conditions et dans les plus épouvantables des environnements, là où il y a ce lien, cet attachement, ce port d'attache, l'enfant ressent son enfance comme une enfance heureuse et en sécurité. Ce qui veut dire que ça nous libère de notre obsession, de la crainte des circonstances matérielles désavantageuses pour nos enfants. Et ça nous rappelle que le vrai danger vient de la précarité affective, de la précarité émotionnelle et pas de la précarité matérielle, bien qu'elle joue un rôle. Donc c'est dans cette logique aussi que mon père a ensuite rencontré des enfants, des orphelins de guerre. Il était chargé de les occuper. Il a choisi de rentrer en France après la guerre. Rentré en France parce qu'il avait trouvé un premier refuge en France avant de survivre en Suisse. Et puis il est revenu en France. Il n'a jamais envisagé de retourner en Allemagne. Et puis c'est ainsi qu'il avait à occuper des enfants et parce que c'est ce qui était disponible, il les a fait peindre et dessiner. Et c'est ainsi parce qu'il n'avait pas de préjugés et que ses enfants n'en avaient pas non plus parce que les uns et l'autre n'avaient pas été scolarisés du fait de la guerre. Il a découvert la puissance de l'enfance, il a découvert la puissance de ce qui sort de l'enfant quand on arrête de vouloir faire entrer des trucs dans l'enfant. Il a créé par défaut. Ce lieu s'est créé par la pratique, ce lieu qui s'appelle le Clos-Lieu, qui est une terre de la confiance, mais ça il ne le savait pas, qui est un lieu protecteur, par-delà le seuil duquel ne passent pas les jugements, les valeurs, tous les ismes de notre monde. Il reste devant le seuil et n'entre pas dans ce lieu, effrayé par sa quiétude. Et c'est un lieu où l'enfant, libéré des injonctions de l'enfance et du parentage qui l'entoure, va quitter son format de tout petit bidule que l'on traite en le poussant de ci, de là, au gré des injonctions pédagogiques. Parce qu'on voit toujours l'enfant qui dessine penché sur une feuille A4, et dans le Clos-Lieu, ce lieu magique, cette terre de la confiance, l'enfant peut, sans limite de temps et sans limite d'envergure, créer des mondes. Quand je dis sans limite d'envergure, c'est qu'un enfant, il en est à 240 mètres carrés de tableaux, de peintures. Et du coup, quand tu vois ces dimensions-là, chose qui n'est possible que dans l'espace numérique, c'est devenu possible parce qu'avant il n'y avait pas de lieu pour accueillir des traces aussi immenses. Quand tu vois l'enfant dans ce format-là, tu ne peux plus le voir au format A4. C'est-à-dire on voyait l'enfant comme sa feuille A4 et maintenant on le voit pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un géant. Et moi je suis un enfant du Clos-Lieu, je suis l'enfant de parents qui ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, non pas par critique du système ou par critique de l'école ou à cause de traumatismes qu'ils auraient eux-mêmes vécu ou frustrations qu'ils auraient eux-mêmes vécu à l'école. Ils étaient de bons élèves l'un et l'autre et c'est pas contre l'école du tout, ni contre la société qu'ils ont pris cette décision, mais pour quelque chose. Alors tu citais mon dernier livre, Les rythmes et les rituels, ils se sont décidés pour les rythmes et les rituels de l'enfance. Pour eux, c'était inenvisageable de faire entrer des choses dans l'enfant parce qu'ils voulaient assister à ce qui sort de l'enfant, à cette source, ce jaillissement ininterrompu. Et pour eux, c'était inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue. Pour eux, c'était tout aussi inenvisageable de réveiller un enfant qui dort.
Et donc, ils ont dû, pour respecter le sommeil, les rythmes, les rituels et les jeux de l'enfant, ils ont dû inventer des solutions qui devaient exclure tout ce qui ne permettait pas de les respecter, donc qui a dû exclure l'école, et non pas, encore une fois, non pas contre l'école, mais pour les rythmes et rituels de l'enfant. Donc ça, forcément, ça conditionne mon devenir. Après, ce que je suis devenu, c'est tout sauf l'enfant de privilège, puisque, pareil, les circonstances matérielles n'étaient pas les meilleures qu'on puisse imaginer, parce que, encore une fois, il y avait ce port d'attache, et une fois qu'il a ce port d'attache, le réflexe de l'enfant, c'est d'aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres, de cette altérité enrichissante, parce que justement, faite de différences. Et donc, je suis allé dans le vaste monde, où j'ai fait mes rencontres, créé mon réseau, créé mes compétences, développé mes compétences, rencontré de nouvelles compétences. Et puis un jour, j'ai rencontré, je l'ai attendu longtemps, mais un jour, j'ai rencontré Pauline, et avec Pauline, ça allait de soi que le projet que nous avions l'un et l'autre, indépendamment l'un de l'autre, allait devenir concret. Et pour nous, ça allait de soi, pour des raisons différentes. Pauline vient complètement d'ailleurs. Pauline a été scolarisée, et très scolarisée, et longtemps scolarisée, et elle en répond, mais elle était venue à des conclusions très similaires qui font que notre rencontre a fait que nos enfants, ça allait de soi, n'iraient pas plus à l'école que je n'y avais été. Et voilà comment mes enfants grandissent entre leurs parents, leurs grands-parents, dans cette conscience d'une espèce de troisième génération qui est tout sauf un fardeau, c'est juste cet attachement qui donne des ailes. C'est drôle qu'on n'ait pas d'autres formules possibles que le mot attachement pour nous donner des ailes. Et donc nous donner une autonomie complète. Tout ça, ça fait des individus très différents, très, très indivisés, et qui forment société, et qui sont partie prenante de plein pied avec la société entière. Donc voilà. C'est important ce que tu dis par rapport au unschooling. C'est d'abord une décision, et ensuite on voit comment on s'organise. Tu veux dire, il n'y a pas de préparation de l'environnement? Il y en a beaucoup qui se disent, oh là là, moi je pourrais pas m'organiser si les enfants étaient à la maison. Mais en fait, ce que tu expliques, c'est l'inverse. D'abord, on fait ce choix, et ensuite on voit comment organiser le quotidien. Absolument. Et mes parents n'avaient absolument pas de plan, et n'avaient pas ni même les contours de l'idée d'un cheminement. Non, effectivement, il y a une décision qu'on prend, et qui n'est pas, encore une fois, une décision contre quelque chose. À mon avis, ça doit pas être ça la motivation. C'est une décision qu'on prend, donc une attitude qu'on adopte. Mais finalement, c'est cette attitude qui compte, parce que quelle que soit la solution, la méthode qu'on va choisir derrière, elle viendra toujours après l'attitude. Et cette solution, cette méthode que j'évoque, comprend le unschooling. Tu comprends? Le unschooling, tu peux le ranger au titre de méthode, tout comme la plus classique des éducations, des pédagogies noires, comme l'a décrirait Alice Miller. Ce sont des méthodes, des choix pédagogiques, mais ils viennent pour moi dans un second temps, comme une seconde épaisseur, une seconde strate avant. C'est une conséquence, mais aussi ça vient après l'attitude. Parce que ça peut ne pas être. Tu peux être dans une attitude et envoyer tes enfants à l'école, et que pourtant tes enfants vivent une enfance tout à fait similaire à celle d'un enfant qui ne va pas à l'école, mais dont les parents ont cette attitude. Donc l'attitude vient avant la méthode. Tout comme tu peux ne pas envoyer tes enfants à l'école, tu peux même pratiquer le unschooling le plus radical, et par ton attitude induire des paradigmes tellement scolaires, l'école n'étant elle-même jamais que le reflet d'une société. Il n'y a pas à attaquer l'école personnellement. Elle est composée des paradigmes qui sont en chacun dans chacun des membres de cette société. Tu peux avoir des parents qui pratiquent le unschooling le plus radical, mais avec un esprit tellement scolaire, ou avec une attitude tellement à l'ancienne, c'est-à-dire cette attitude qui est à l'inverse de ce que tu as nommé tout à l'heure l'écologie de l'enfance, c'est-à-dire qui est une attitude de domination de l'enfance. Et du coup, tu auras beau pratiquer le unschooling, tu seras quand même pas dans l'attitude qui définira la liberté et l'autonomie du devenir de tes enfants. Et cette attitude dominante, de domination de l'enfant par l'adulte, est une vieille histoire que nous n'avons pas encore purgée.
Tout comme nous n'avons pas purgé la domination masculine, parce que tout ça a une seule et même origine. Je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il est quand même connexe. Hein. Tout ça émane et provient du patriarcat. Et de l'idée même de créer des catégories séparées. Déjà, ça, c'est une double, c'est un pléonasme, hein, mais des catégories séparées, de séparer des catégories. Déjà, les notions de scinder, de séparer, hein. Ça pourrait être l'objet d'un autre épisode. Ah, tout à fait. Mais une fois que tu as créé des catégories, tu y mets des gens. Et une fois que tu y mets des gens, tu peux aussi décider que certaines catégories sont supérieures à d'autres. Donc, c'est de l'idée que le masculin domine le féminin, venu de nulle part, hein, juste probablement d'une réaction face à la faiblesse du masculin quand on va à certains au niveau où se voit la vérité. Le masculin, sexe faible, s'en rend compte et décide cette domination, donc décide de l'existence de catégories, donc décide de l'existence de la notion de domination, laquelle se reporte ensuite de l'adulte sur l'enfant. De l'humain sur l'animal, qui donc s'exclut l'humain du règne animal, etc., etc. Et donc, oui, si tu es dans l'ancienne attitude de domination de l'adulte envers l'enfant, que tu choisisses le unschooling ou la pédagogie noire, ton enfant vivra quand même une aventure très similaire. Oui, il s'agit d'être en cohérence. Voilà, c'est pour ça que je parle surtout d'attitude. De l'attitude pour moi qui prévaut, qui vient avant tout ça, et puis le reste effectivement en découle. Alors effectivement, mes parents ont décidé de respecter les rythmes, les rituels, le sommeil et les jeux de leurs enfants, et ont été confrontés à toute la ribambelle et la cascade de conséquences que cela a entraîné. Il a fallu inventer des circonstances au jour le jour. Mais tu vois, ils se sont pas réveillés un matin, et merci de l'avoir souligné, mais ils se sont pas réveillés un matin en regardant autour d'eux, en se disant « Oh chouette, écoute, toutes les conditions, toutes les circonstances, tous les environnements idéaux sont réunis, hein, et comme ils sont réunis, du coup, on va en profiter pour pratiquer le unschooling parce que toutes les circonstances sont là. Et non, aucune circonstance propice n'était présente. Ils les ont inventées et construites au fur et à mesure, au quotidien, pour rester fidèles à un choix, tant que ce choix a été celui de leurs enfants. Parce qu'à tout moment, ma soeur aurait pu dire, non, je veux aller à l'école. Et à tout moment, un de mes fils ou mes 2 fils peuvent souhaiter aller à l'école. C'est pas un dogme, il ne s'agit pas de remplacer une injonction par une autre. Oui. Dans ton livre, donc Je ne suis jamais allée à l'école, on découvre justement que ça t'a permis de consacrer tout le temps nécessaire à l'approfondissement et l'exploration de tes passions, de tes envies. Hein. Donc on découvre qu'elles sont multiples. La photographie, la guitare, la dinanderie. J'en ferai pas une liste exhaustive. Elles sont nombreuses. Mais ça nous révèle à quel point l'enfant peut être vraiment captivé par ce qu'il fait. Et ça me renvoie à ces dispositions spontanées dont tu parles beaucoup dans tes livres et dont ton papa aussi a pu parler. Est-ce que tu peux nous en parler plus spécifiquement de ces dispositions spontanées? Les dispositions spontanées. Alors, j'essaie de te trouver des mots-clés. Alors, on a dit les mots-clés rythme et rituel. Tu as cité un titre de livre, donc je vais lancer le mot enthousiasme et puis le mot jouer. Et maintenant, d'accord, décortiquons. Les dispositions spontanées de l'enfant. Elles sont nombreuses. Je vais essayer quand même de t'en faire un index lisible. Déjà, je pense qu'il faut qu'on s'entende sur une notion. C'est la notion d'apprentissage, d'apprendre. Si tu permets, je vais prendre ça comme méta-notion avant de détailler un peu. Hein. On peut partir de là. Oui. On va partir de là, et puis si nécessaire, tu me ramèneras dans le droit chemin des dispositions spontanées. Ça marche. D'accord. Alors, apprendre. J'aime bien, il y a une expression allemande que j'adore, c'est entrer dans la maison en y tombant avec la porte. Tu vois, j'aime beaucoup cette expression parce que tu vois bien quelqu'un qui tombe dans la maison en enfonçant la porte. Pardon, je suis me voilà dans la maison. Alors d'un coup, je déclare de façon tonitruante, apprendre n'existe pas. Et ça, j'adore l'imaginer, puisque nous vivons dans un monde où, surtout lorsqu'on est enfant, on est rendu obsédé par la notion d'apprendre. Or, apprendre n'est pas quelque chose que l'on peut faire.
du point de vue neurobiologique, et j'ai la chance de travailler avec de nombreux scientifiques, et donc c'est un sujet qui ne va pas te surprendre, toi, du point de vue neurobiologique, du point de vue scientifique et de tous les autres domaines qui convergent vers la notion d'apprendre, on se rend compte qu'apprendre n'existe pas. Parce qu'apprendre ne peut pas se faire, on ne peut pas faire l'apprentissage, on ne peut pas faire... On ne peut pas faire l'apprendre, et on ne peut pas faire apprendre. Pour la simple raison que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Et ça aussi, c'est une grande nouvelle, vu le paysage éducatif qui nous entoure. Notre cerveau n'est pas fait pour engranger des informations. Notre cerveau n'est pas fait pour mémoriser des informations, et il le fait très mal, si tu vois ce dont je veux parler. Confronte un enfant qui est complètement ailleurs avec la table de 9 à apprendre par cœur, et tu vas te rendre compte que ça rentre pas. Hein, et ça rentre pas. Et du coup... ça s'explique par le fait que ce cerveau, lui, il n'est pas fait pour ça. Il est optimisé pour autre chose. Pourquoi est-il optimisé ? Il est optimisé pour la résolution, pour trouver des solutions à des problèmes. C'est ça notre optimisation cérébrale. Et si, à l'intérieur de cette recherche de solutions, une information rencontrée s'avère pertinente pour résoudre le problème qui t'occupe actuellement, alors, immédiatement, cette information est mémorisée, et pour toujours. Pas besoin de répétition, pas besoin de devoir, pas besoin de répéter à la maison, pas besoin de répéter en boucle, pas besoin d'essayer d'apprendre par cœur. Bizarrement, quand une information t'aide à résoudre un problème, paf, elle est retenue, et 40 ans plus tard, tu t'en souviens encore. Ça aurait dû nous frapper que ce phénomène existe. Hein. Alors, je vais le dire encore une fois en des termes plus techniques. Une information, pour être retenue, doit activer nos centres émotionnels, les centres émotionnels dans notre cerveau. Qu'est-ce qui active nos centres émotionnels ? Par exemple, que l'information t'intéresse. Par exemple, que l'information te concerne. Par exemple, que l'information concerne un domaine connexe à un domaine qui t'intéresse. Par exemple, que l'information te soit transmise par une personne qui t'émeut. Il faut qu'il y ait une émotion. Sinon, tes centres émotionnels ne sont pas activés. Si tes centres émotionnels ne sont pas activés, l'information rentre par une oreille et sort par l'autre. Situation que tu connais autant que moi et que toute personne qui nous écoute connaît, puisqu'il s'avère que toutes les personnes qui nous écoutent, tout le monde donc, la Terre entière, enfin tous les scolarisés du monde, ont oublié 80% de ce qu'ils ont dû apprendre. 80%. 80%, c'est énorme. D'ailleurs, il nous a fallu rendre ceci acceptable. C'est pour ça qu'on a inventé que de dire « j'ai appris ça à l'école, mais j'ai tout oublié » est tout à fait acceptable. Ce qui est très humoristique, puisque on te pose une question, tu dis « j'ai appris, mais j'ai oublié », bravo. Normal, moi aussi j'ai oublié, tout le monde a oublié. Tu dis non, ça j'ai jamais appris. Alors là c'est ah non, ça c'est une grosse lacune. Tu aurais dû apprendre parce qu'un jour ça pourrait être utile, etc., etc., etc. Donc, tu vois, on a même inventé une astuce pour rendre acceptable le fait que 80% des informations qu'on a dû engranger sont reparties comme elles étaient venues. Et les 20% qui sont restés, si tu les analyses, tu vas voir que c'est les 20% qui ont activé tes centres émotionnels, qui t'ont touché, qui t'ont concerné. Voilà comment fonctionne apprendre. Il faut que tes centres émotionnels soient activés. Et il n'y a rien pour les activer de l'extérieur, de manière extrinsèque. Il n'y a rien qui puisse les activer. C'est un peu désespérant, parce qu'à partir du moment où on avait découvert que les centres émotionnels activés étaient la seule garantie qu'une information soit retenue, on s'est dit, chouette, on va trouver une solution pour activer les centres émotionnels. Il n'y a rien qui active les centres émotionnels. Notons au passage, et j'ouvre une petite parenthèse, que nous avons donc un horrible malentendu, c'est que nous confondons apprendre et apprendre par cœur. Oui. Bien souvent, dans notre système éducatif, il suffit d'avoir appris une information, de la restituer, pour l'oublier, pour être considéré comme ayant appris. Je referme la parenthèse. Aucune activité, aucune boisson ne nous permet d'activer les centres émotionnels de l'extérieur. Rien à faire. Sauf une activité. Une activité active nos centres émotionnels dès le moment où nous commençons à la pratiquer et ne les désactive que lorsque nous cessons de la pratiquer. Et cette activité, c'est le jeu. C'est jouer. Or, jouer est la disposition spontanée principale de l'enfance. C'est ce qui caractérise au mieux l'enfance. Si tu réfléchis à qu'est-ce que fait un enfant dès qu'on le laisse en paix, dès qu'on le laisse être, jouer. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait toujours.
Et ça, nous le savons toute la journée, et même et continuerait dans ces nuits. Et dès le réveil, moi j'ai vu Benjamin, mon plus petit garçon, hein, de 6 ans aujourd'hui, pousser sa nouvelle voiture devant ses yeux, la tête déjà sur l'oreiller, tu sais, et puis s'endormir dans son mouvement. Et se réveiller le lendemain matin, ouvrir les yeux, reprendre la voiture et continuer le même cheminement. Il s'était arrêté à mi-parcours et continuer. Donc on le sait. Donc on sait que nos enfants ont ce penchant, hein, ils sont aspirés par leur désir de jouer. Et si tu analyses et que tu te rends compte que jouer est ce qui active, ce qui nous met dans l'état de retenir et de comprendre toutes les informations, pas seulement de retenir, mais de comprendre avant de les retenir. Et ça aussi, c'est très important. Tu comprends l'information et puis tu la retiens parce que tu l'as comprise et parce qu'elle t'est utile. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte que la première activité à laquelle se livrent tous les enfants du monde dès qu'on les laisse en paix, c'est de jouer, c'est-à-dire de se livrer à l'activité qui les met dans cet état de réception, et que si on ne les interrompait pas, ils joueraient toujours. Donc, tu me demandais les dispositions spontanées de l'enfant, en voici une, c'est-à-dire le meilleur outil d'apprentissage qui puisse s'imaginer est un des éléments de notre équipement de série. Nous venons tous au monde équipés de manière basique de cette disposition spontanée qu'est le jeu. Après, les enfants, je vais repartir sur la science et sur le cerveau rapidement, hein, mais toujours dans le but de servir cette description des dispositions spontanées. On a pensé qu'il y avait des gens intelligents, qu'il y avait des gens bêtes, et qu'on venait au monde programmé génétiquement programmé par nos gènes. Hein. Donc, on ne pouvait pas changer d'intelligence. Tu vois, une personne née pas très intelligente ne pourrait pas changer. Et puis, les gens intelligents produisaient des enfants intelligents parce qu'il y a un atavisme en plus génétique, du coup, puisque c'est génétique. Puis, on s'est rendu compte que non. On s'est finalement rendu compte que notre cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il se développe, et puis on s'est rendu compte qu'il se développait selon l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on a vu la zone des pouces, la zone qui commande les pouces, grandir dans le cerveau des enfants qui écrivaient beaucoup de SMS. Donc on s'est dit, ça remet à mal l'idée que le cerveau est programmé génétiquement. Il semblerait que le cerveau se développe selon les sollicitations dans lesquelles dans lesquelles il baigne, hein, qu'il rencontre. Plutôt dans lesquels il baigne, parce que et donc c'est dit chouette. Alors puisque le cerveau se développe exactement comme un organe, comme un muscle en réalité, c'est-à-dire que plus on le sollicite, plus il se développe. On va créer des programmes de musculation cérébrale pour que tout le monde ait des gros cerveaux, un gros muscle après l'entraînement, un gros cerveau après l'entraînement, et puis ça n'a pas marché jusqu'au jour où on a découvert que effectivement notre cerveau se développe selon l'usage que nous en faisons, mais seulement lorsque nous en faisons usage avec enthousiasme. Et cet enthousiasme, pour moi, c'est encore une fois la clé de beaucoup de choses. L'enthousiasme, c'est ce qui nous donne des ailes. L'enthousiasme, c'est ce qui caractérise tous ces destins que nous aimons, hein, au cours de l'histoire, avec un grand H ou un petit H. Nous aimons tous ces destins qui sont toujours des destins d'enthousiastes. L'enthousiasme, c'est ce qui nous donne des ailes. L'enthousiasme, c'est ce qui nous permet de déplacer des montagnes. L'énergie de l'enfance, l'énergie qui fait qu'un enfant épuisé va se mettre à exploser parce qu'il a découvert une fête foraine et toutes les lumières et les grandes roues et les manèges et les voitures, etc. Et qu'il va oublier toute sa fatigue comme si d'un seul coup il avait puisé au fin fond de lui-même à une source inépuisable et magique d'énergie cachée. C'est l'enthousiasme. Or, l'enthousiasme est une disposition spontanée de l'enfant. Il s'avère qu'un enfant s'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes parce qu'il n'a pas de hiérarchie entre les choses et qu'il s'enthousiasme autant pour les éboueurs que les astronautes, tu vois, c'est parce qu'il n'a pas de hiérarchie entre les métiers. Il s'enthousiasme autant pour le fait de couper le pain que pour aller sur la Lune, hein. Il n'a pas de hiérarchie comme ça. Et du coup, l'enfant vit dans un bain perpétuel d'enthousiasme. Les neurobiologistes avec lesquels je travaille décrivent toujours l'enthousiasme comme l'engrais du cerveau. Eh bien, il s'avère que le cerveau d'un enfant qui éprouve une poussée d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes aux alentours de 2 à 3 ans baigne donc du matin au soir dans un bain d'enthousiasme. Et c'est une autre disposition spontanée. Alors, si tu fais le compte, déjà, on n'en a cité que 2. Nous venons au monde équipés du meilleur des outils d'apprentissage avec un cerveau qui baigne constamment dans un bain d'engrais cérébral. Ce sont des dispositions spontanées. Ça fait déjà pas mal pour commencer l'aventure. Ça fait déjà pas mal et c'est un équipement
de série, tu vois. On est tous, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de handicap, pas d'environnement, pas de richesse ou de pauvreté de ton environnement ou de tes parents qui puissent te priver de ces dispositions spontanées-là. Je vais aller très vite sur les autres parce que je pense qu'elles nous sont claires, mais à tout cela, tu l'associes à une autre disposition spontanée fondamentale de l'enfance qui est l'ouverture du cœur et de l'esprit. L'enfant, lui, on l'a abordé, on vient de le dire, hein, il ne connaît pas de hiérarchie entre les personnes, entre les métiers, il ne connaît pas du tout de séparation. Il chérit tout ce qui unit et est toujours étonné, voire effrayé de tout ce qui sépare. L'enfant, lui, va dans le monde, parce que c'est sa disposition, il lui faut un port d'attache. Mais dès qu'il a le port d'attache, il s'appuie dessus pour aller dans le vaste monde. Mm-hmm. Et dans le vaste monde, qu'est-ce qu'il va rencontrer ? La diversité du monde. La diversité avec toutes les couleurs de peau, toutes les tailles, tous les âges, tous les métiers, toutes les compétences, toutes les expériences, toutes les peurs, toutes les vérités, il va rencontrer ça sans faire jamais de hiérarchie et sans jamais filtrer les choses par des a priori. Et du coup, ça lui fournit cette ouverture du cœur et de l'esprit et cet appétit du nouveau. Comme il n'a pas peur du nouveau, comme il n'a pas ressenti le nouveau comme le danger qu'on te tape sur la tête parce que dans le cadre du nouveau, tu n'as pas apporté la bonne réponse puisque tu ne connaissais pas, c'est la définition du nouveau. Hein. Du coup, il a ce grand appétit du nouveau et il est prêt à le rencontrer partout et dans chaque personne sans penser du tout en termes de isme, racisme, sexisme, spécisme, agisme. L'enfant ne connaît pas les handicaps, ne connaît pas les séparations, ne connaît pas les genres. Il ne les veut pas. Ça ne fait pas partie de son monde, plus exactement. Donc voilà, l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Imagine aller dans le vaste monde avec des centres émotionnels activés, un cerveau qui baigne dans l'enthousiasme et cette ouverture d'esprit qui te permet de rencontrer tout ce qu'il y a d'enrichissant dans la diversité du monde. Pouf! Et c'est des dispositions spontanées, c'est notre bagage à la base, tu vois. Les enfants sont d'une liberté incroyable dans leur jeu, ils ont toutes les libertés. Nous, pour voler, il faut qu'on rêve ou qu'on prenne un avion, c'est compliqué. Mais eux, pour voler, il suffit qu'ils s'imaginent être dans un avion et ils le sont. Et ils sont l'avion, et ils sont l'air, et ils sont le capitaine, et les oiseaux, ou les anges, ou les super-héros. Leur jeu leur confère cette incroyable liberté d'être immédiatement. Président des États-Unis, laveur de carreaux, etc. Tu vois, tu peux l'être immédiatement. Et c'était une incroyable liberté. On donnerait tellement pour avoir un tout petit peu de cette liberté. Après, les enfants sont des... Et donc, cette liberté est une disposition spontanée de l'enfant. Après, la constance de l'enfant, la constance dans l'effort. Tu verras un enfant jouer au même jeu pendant 1000 fois et écouter la même histoire 1 million de fois. C'est nous qui nous lassons. Mais eux, pas du tout, parce que justement, ça assure et ça rassure et ça évolue à chaque fois. Il n'y a d'évolution que grâce à la réitération. Ils appellent la réitération de tous leurs vœux. Et la réitération, c'est ce qui permet d'évoluer, de consolider, de faire du tout petit passage dans la forêt épineuse une autoroute à force de piétiner, de passer et de repasser. Tu déconstruis un mythe là aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que si l'enfant n'est pas stimulé sans cesse, alors il fera rien, il restera sur son canapé. Il y en a beaucoup qui... C'est la fameuse motion de censure. Oui. C'est la fameuse motion de censure. C'est l'enfant laissé à ses dispositions spontanées va végéter, alors que c'est tout l'inverse. Et que justement ils ont une constance dans l'effort, une constance on aimerait en voir. Je veux dire, nous adultes. Il nous faut des années de méditation pour réussir à nous concentrer 3 minutes. Je ne sais pas si tu y arrives, mais à nous concentrer 3 minutes. Il nous faut 3 ans de préparation pour y arriver. Mais nos enfants, eux, se concentrent encore plus profondément et pendant 3 heures, les 3 heures de leur jeu. Cette incroyable concentration-là, cette incroyable constance est une disposition spontanée. Il suffirait de ne pas la troubler pour qu'elle dure, de ne pas la disperser pour qu'elle persiste. Après, ils ont cette incroyable capacité, c'est aussi une disposition spontanée, cette incroyable capacité à se dépasser, à grandir au-delà de leurs limites. Et ça, c'est phénoménal. Tu vois un enfant qui s'attaque à des marches, un tout petit enfant, j'ai vu Benjamin le faire, les marches étaient plus grandes que ses jambes, et pourtant, il a grimpé 15 marches. Tu vois, toi, il faut que tu t'imagines quand même grimper des marches qui font 1m20, 1m50 de haut. Et puis, en montée 2080, parce que c'est ce qu'on a fait, à force de monter et de descendre le même escalier dans la même journée,
sans faiblir, alors que c'est épuisant. Hein, c'est un courage, le courage de l'enfant, sa capacité à se dépasser, à grandir au-delà de ses limites, à dépasser ses limites, à finalement sauter par-dessus la flaque trop grande, etc. C'est aussi parce qu'il est dans la confiance. Il expérimente, mais il a confiance en lui. Ah, il n'a pas été troublé dans sa confiance. Oui. L'enfant, il n'a même pas confiance en lui. On lui apprend la non-confiance. Mais dire confiance en soi, tu vois, il y a un côté très, très quant à soi, très planté sur les convictions. J'ai confiance en moi. Mais l'enfant n'a pas de confiance en lui parce qu'il n'a pas l'inverse, tout simplement. Il n'est pas dans le doute. Voilà. Et nous induisons, nous instillons le doute, mais l'enfant n'est pas dans le doute plutôt que dans la confiance en soi. Oui. Il y a une dernière disposition spontanée, donc on ne va pas en faire le tour total, mais on aura quand même vu des grandes lignes. Il y a une dernière disposition spontanée que je voulais citer, c'est ce que nous appelons la créativité, mais qui est l'état naturel de l'enfance. Les enfants sont des frontaliers qui vivent à cheval sur la frontière entre le monde imaginaire et le monde réel, et ils circulent librement de l'un à l'autre, enrichissant l'un avec l'autre. Prenant un bâton dans le monde réel et en faisant une moto entière dans le monde imaginaire. Et cette manière de relier et de ne plus séparer l'imaginaire et le réel, encore des choses que nous avons séparées, il faut croire qu'il y a encore des hommes blancs là derrière, pour séparer l'inséparable, le réel et l'imaginaire, nous n'allons bien, sait-on entre-temps, nous n'allons bien que lorsque nous cessons de séparer l'imaginaire et le réel. Qu'on arrête de nous ramener les pieds sur terre, revient à la réalité, ma grande. Tu les entends quand même, les hommes blancs. Cis et hétéro, hein. Et riche. Bah oui, pour faire des catégories, il faut avoir tout ça. Donc voilà. Après, tu peux ajouter, mais c'est plus un rituel de l'enfance. Tu peux ajouter le fait d'imiter, l'imitation. Imiter. Et c'est plus un rituel qu'une disposition, mais c'est quand même une disposition capitale dans notre devenir humain. Je rebondis, je crois que c'est dans ton intervention TEDx par rapport à l'enthousiasme. Donc c'était réalisé il y a quelques années, mais on t'entend dire « Je suis un enfant de 42 ans ». Ce qui suppose que tu as gardé ton âme d'enfant. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, que tu as préservé ton rapport à ton enfant intérieur, ta capacité à écouter tes propres envies. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit au quotidien, de garder son âme d'enfant ? Alors, encore une fois, c'est pas forcément un acte volontaire, tu vois, c'est pas, je vais garder mon âme d'enfant. Oui. Non, c'est la façon dont tu as pu grandir aussi, qui fait que tu n'as pas coupé cette connexion-là. C'est-à-dire que le continuum n'a pas été interrompu et découpé en phases par des points charnières attendus selon le programme. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que n'ayant pas connu les fameuses étapes intermédiaires, en plus on les multiplie, puisqu'il y a la préadolescence, la grande adolescence, la petite adolescence, etc. Ayant vécu un continuum, que j'observe chez mes enfants et puis on observe chez toutes sortes de populations dites primitives, c'est très passionnant à étudier. Le continuum de la croissance ne connaît pas de point charnière. Il y a pas de moment clé, tu vois. C'est vrai que du jour au lendemain, tu peux passer ton permis parce que du jour au lendemain, hier tu n'avais pas encore 18 ans, aujourd'hui tu as 18 ans. Ça n'existe pas dans notre devenir. Ce sont des étapes, des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous que tu peux poser comme ça sur le cheminement, mais pas les considérer comme des étapes du cheminement. Donc, je n'ai pas connu ces rendez-vous. J'ai pas connu la crise d'adolescence, j'ai pas connu la puberté, j'ai pas connu tous ces moments soi-disant charnières, ces moments clés. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais eu non plus la nécessité de m'éloigner de mes états d'enfance. Et c'est pas un mérite personnel, c'est quelque chose qui m'arrive et pour lequel je suis extrêmement reconnaissant. C'est tout ce que je peux être, c'est reconnaissant, rien d'autre. Je peux juste constater que ce fameux enthousiasme dont on vient de parler, par exemple, je n'ai pas eu à m'en défaire en chemin au profit du sérieux de la vie. J'ai pas eu à me défaire de l'attitude ludique, j'ai pas eu à me défaire de la recherche de solutions originales que nous nommons créativité, etc. J'ai pas eu à me défaire de tout ça. Donc oui, dans bien des domaines, j'ai conservé
mes dispositions d'enfance, tout en y ajoutant, et c'est donc pas une soustraction, tout en y ajoutant tous les enrichissements de grandir et d'atteindre un âge, dorénavant pas 42 mais 50 ans, donc ça date ce TEDx, je ne savais même pas que ça faisait si longtemps. Et de me dire oui, je suis resté un enfant et c'est pour ça que je me sens investi de ce rôle d'ambassadeur de l'enfance, parce que si tu m'avais demandé comme quoi je me décris, je dirais ambassadeur de l'enfance, parce que je continue, et de manière indomptable, et de manière... je peux pas m'en éloigner. Je continue à voir le monde avec les yeux de l'enfant, et donc à porter ce regard, et à porter la voix de l'enfant dans le monde pour dire attendez les mecs, vous êtes en train de créer un ordre du monde qui prend à rebrousse-poil la plupart de ces subtiles dispositions et qualités de notre enfant, de l'enfant que nous sommes, et qui pointe d'un doigt dans la direction de ce que nous pourrions devenir en tant qu'humains si nous ne nous éloignons pas de tout cela. Et donc porter le regard de l'enfant, comprendre, sentir l'enfant, partir de l'enfant et pas des concepts et des idées et des injonctions de l'adulte, c'est une chose pour pouvoir le faire, c'est une chose pour laquelle je suis très reconnaissant et qui vient du fait que je n'ai pas eu... Il faut bien se dire une chose. S'il fallait finalement retenir une chose de notre rencontre, je dirais que c'est la certitude suivante. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Je vais te dire pourquoi. Nos enfants sont dans un besoin tellement gigantesque d'être avec nous qu'ils sont prêts à traverser à la nage les douves profondes que nous avons créées entre l'enfance et nous. Nous avons créé une sorte de bastion, l'enfance, qui est un ghetto, et nous l'avons entouré de douves pleines d'eau, et nous asseyons sur l'autre rive et nous regardons le ghetto de l'enfance et nous prenons des Je suis terriblement d'accord avec cette image, oui. Mais parce que c'est ça, c'est véritablement ça. Et ça, ce ghetto, il vient de nos attitudes, de nos pédagogies, de nos manières de nous adresser à l'enfant, de lui adresser des outillages, d'en créer pour lui spécifiquement, de lui faire ressentir toujours à nouveau qu'il y a un monde qui est le sien et puis qui n'est pas le monde de l'adulte, etc. Eh bien, l'enfant, dans sa loyauté, dans son désir d'être avec nous, de faire comme nous, parce qu'il veut faire comme nous, il est toujours prêt à traverser à la nage ces douves pour venir dégoulinant, s'asseoir à côté de nous sur l'autre berge et commencer à se regarder avec nos yeux pour faire comme nous. C'est-à-dire que pour être avec nous et pour faire comme nous, pour vivre sa loyauté envers nous, l'enfant se met à se regarder lui-même comme nous le regardons. Et c'est là que ça passe ces dispositions au rouleau compresseur de nos attentes et de notre concept, du concept que nous avons en tête de ce qu'est l'enfance. Et nous ne saurons jamais ce qu'est l'enfance parce que l'enfant toujours accepte de remplacer ce qu'il aurait pu devenir par les concepts que nous avons en tête et dont nous voyons, dont l'enfant voit que plus il correspondra au concept que nous avons en tête, plus nous l'aimerons. Et il a ce désir d'être aimé, et donc de correspondre à nos attentes, quitte à s'abandonner en route. Voilà pourquoi nos enfants deviennent comme nous les voyons. Et si nous les voyons comme des petites choses, je disais les petits bidules à éduquer, à cultiver, à élever, c'est pas pour rien, tu entends le mot, à élever, du point zéro qu'est l'enfance jusqu'au point culminant qu'est l'âge adulte. De préférence, si cet âge adulte est celui d'un homme blanc, et on va pas recommencer. Si tu le vois comme ça, c'est ce que l'enfant va devenir. Mais si tu le vois comme ce qu'il est, c'est-à-dire un géant, et ça c'est encore un autre domaine, un géant des potentiels. L'enfant porte en lui les potentiels du monde entier. Il peut devenir tout ce que l'humain peut devenir et apprendre tout ce que l'humain peut apprendre. L'enfant est un géant des potentiels. Si tu le vois comme tel, c'est aussi ce qu'il va devenir. Et donc c'est une invitation à ne jamais être trop prudent dans notre manière de voir l'enfant, puisque l'enfant deviendra comme nous le voyons. Je rebondis par rapport à ta métaphore avec les douves.
ça me semble bien illustrer la barrière aussi que l'adulte met avec son propre enfant intérieur, en pensant justement que c'est séparé, qu'il y a un domaine de l'enfance et un domaine de l'adulte. Et puis, moi, ce que j'ai pu constater au quotidien dans mes accompagnements thérapeutiques auprès des adultes, c'est que, en fait, nombreux sont les adultes qui ne savent pas s'écouter, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre vraiment à le faire et à le vivre quand ils étaient enfants. Et à l'âge adulte, ils ne savent pas. Ils ont du mal à trouver l'enthousiasme en eux, à savoir vers quoi se diriger, justement, ce qu'on ne retrouve pas chez toi. Est-ce que tu aurais des conseils ou des pistes à donner à toutes ces personnes pour les relier avec leur enfant intérieur ? Alors, je vais te décevoir, mais non, parce que ça serait du charlatanisme. Ça serait du charlatanisme que de dire je sais ce qui va vous aider. Des pistes à suivre en soi ? Alors Tu vois oui, ce que je veux dire ? il y a des... Disons qu'on peut toujours regarder l'enfant. Moi, je regarde toujours l'enfant et je constate à quel point il nous apporte des réponses, hein, et à quel point le monde, s'il était orchestré comme l'enfant le voit, serait un meilleur endroit, hein, ça c'est évident. Mais déjà, on va aller un tout petit peu plus loin. Tu rebondissais, donc je vais rebondir sur ton rebond. Et on a déjà presque tout dit, mais on va l'éclairer encore une fois différemment. Puis on va l'éclairer du point de vue de l'enfant. Ce qui va certainement donner des pistes de manière involontaire. Depuis le début, on nous dit qu'on nous aimerait plus si nous changions. Ça commence très tôt. Ça commence avec une phrase que tu connais probablement, qui est la phrase qu'on pose à tous les jeunes, la question qu'on pose à tous les jeunes parents, qui est « Alors, il fait ses nuits ?» En tant que jeune parent, tu vas entendre ça 1 million de fois. Chaque personne, les étrangers au supermarché, les conducteurs de taxi, tes grands-parents, tes parents, tes oncles, tes tantes, tout le monde va venir te dire « Alors, il fait ses nuits, ton enfant ?» Et toi, déjà, en tant que jeune parent, la première fois, c'est un tel bouleversement, on est tellement fatigué, on est tellement fragilisé, on ne sait pas jusqu'où et jusqu'à quand ça va être comme ça. On sent le vécu qui parle. Oui, il y a cet abîme, et puis cet amour inattendu et tellement puissant et tellement... c'est tellement omniprésent, tellement à l'avant-plan, tu vois, et donc on est déjà tellement perturbé. Et puis là vient cette question toujours, question à laquelle, si tu es honnête, tu réponds par non, mon bébé fait pas ses nuits. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a un enfant sur 1000 qui fait ses nuits. Ça n'existe pas, un enfant qui fait ses nuits. C'est en général pathologique. Donc il y a tout un construct autour de l'enfant qui fait ses nuits, mais qui repose sur aussi l'idée de l'autonomisation, l'enfant qui pleure dans son lit, etc., qui sont des grosses idées de la pédagogie noire et qui sont toujours quelque part dans un coin de tête chez les parents actuels. Bon, donc tu dois constater une chose, tout le monde te pose cette question, ça doit signifier que cette question est importante, surtout la réponse, et toi non. Toi, ton enfant ne fait pas ses nuits, donc ça veut dire que tu as un problème, que ton enfant a un problème. C'est très inconfortable, en plus de tous les inconforts susmentionnés. Du coup, tu vas rencontrer ton enfant en lui donnant à ressentir dans le non-verbal, c'est-à-dire le langage que le bébé parle le mieux, à 30 cm sur le coude d'un parent, ça passe par les yeux. Tu vas lui donner à ressentir, et c'est inévitable, la chose suivante. Écoute bien la phrase, elle est ainsi, même si elle n'est pas verbale. Je t'aime, mais... virgule. Je t'aime, virgule, mais... Je t'aimerais davantage si tu dormais plus. Je t'aimerais plus si tu dormais plus. Tu vois, ce qui veut dire de manière totalement perceptible pour l'enfant, ce qui veut dire tel que tu es, c'est pas bien et c'est moins bien que ce serait si tu correspondais à mon attente qui est que tu fasses tes nuits. C'est même pas la mienne, mais c'est pas grave. Autrement dit, je t'aimerais plus si tu correspondais plus à mon idée, si tu dormais plus. Autrement dit, tel que tu es, c'est pas bien. Et ce tel que tu es, c'est moins bien que ce serait si tu correspondais à mes attentes. C'est un coup de poignard planté une première fois à ce si jeune âge dans ta personnalité. Parce que tu te rends compte qu'il vaut mieux que tu conviennes aux attentes plutôt que à ce qui te porte intérieurement. Et ça n'arrête plus. Pendant toute notre enfance, on va ne jamais cesser de nous dire que ce serait mieux si.
si on faisait mieux ses devoirs, si on amenait de meilleures notes à l'école, si on aidait au ménage, si on rangeait sa chambre. Hein, je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu rangeais mieux ta chambre. Et ça n'arrête plus. Et après, comme ce sont des injonctions et des paradigmes de notre monde entier, on n'arrête pas de nous dire ça, ce qui nous donne cette impression que nous ne sommes jamais suffisants, qu'on aura toujours à s'améliorer, puis qu'on se met à dire à mi-voix tous les défauts qu'on a et les qualités qu'on n'a pas, et tous les efforts qu'on n'a pas fait. Ah, ce satané culte de l'effort, qui est à l'inverse de toutes les logiques de la nature, mais qu'il a fallu inventer. À partir du moment où on a tourné le dos à l'enthousiasme individuel, il fallait inventer un culte de l'effort pour rendre l'effort que nous ressentons acceptable. L'effort, tu ne le ressens que quand tu n'es plus porté par l'enthousiasme. Alors, il y a cet enfant blessé en nous que nous transportons toute notre vie, cet enfant auquel il a été dit « je t'aimerais plus si tu changeais, il faudrait mieux que tu changes pour être aimé » et que c'est à cause de tes efforts et à cause surtout de ta correspondance à notre attente que tu seras aimé. Et c'est cet enfant que nous portons tous en nous, cet enfant blessé qui hurle depuis toujours intérieurement parce qu'il voulait devenir et qu'on l'a fait. On en a fait... On l'a fait à notre image, mais pas à notre image d'adulte, à l'image que nous avons de l'enfance. Oui. Et cet enfant blessé, ce qu'il voulait entendre, depuis toujours, c'était pas ce « je t'aime, virgule, mais je t'aimerais davantage ». Si, ce qu'il voulait entendre, toujours dans le non-verbal, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, c'est la confiance inconditionnelle. Il n'y a pas d'amour inconditionnel sans confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle, c'est le terrain fructueux, le terrain fertile sur lequel va pousser notre existence et notre solidité. Et ce « je t'aime parce que tu es comme tu es », il suffit de se mettre dans la position, dans l'attitude, qui le dit, qui le rend possible. Ce « je t'aime parce que tu es comme tu es », c'est ça le port d'attache. Il s'avère, et ça nous libère d'un autre Everest, tu sais, s'attaquer à l'escalade de l'Everest, de la réconciliation avec soi-même, dont tu parlais à l'instant. Oui. Et ben la voilà. Sauf que le problème, faire cet effort supplémentaire, encore une fois, faire des efforts, il faut que tu changes, ma grande, parce que si tu changes pas, tu vas pas pouvoir te connecter à ton enfant intérieur. Il faut encore que tu fasses un travail, encore une formation, encore je ne sais quoi, pour enfin réussir à soi-disant te connecter avec cet enfant. C'est encore du boulot, c'est encore un effort, c'est encore un truc que je dois faire. Et devoir, c'est le pire tueur, c'est le killer d'enthousiasme, le devoir. Et là, tout d'un coup, tu te trouves dans une position où, parce que tu as traversé le miroir, et je suis désolé pour nos auditrices, nos auditeurs, et pour toi, pour tout le monde, c'est qu'à partir du moment où on a entendu certaines des choses que nous avons dites aujourd'hui, on a traversé ce miroir, on est venu. Après, libre à nous de rester plus ou moins longtemps de ce côté du miroir. Mais tu peux pas, durant le temps de cette rencontre, tu peux pas ne pas être venu de ce côté du miroir. Et venu de ce côté du miroir, il y a cette nostalgie en toi, de cet enfant. Cette nostalgie d'entendre ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et tout d'un coup, tu es dans une nouvelle attitude. Et tu vas rencontrer un enfant, le tien ou n'importe quel enfant. Et tout d'un coup, tu vas être automatiquement porté à essayer cette nouvelle attitude, à transpirer par tous les pores ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et tu vas l'adresser à un enfant. Tu vas pas faire un travail sur toi, tu vas faire une des choses les plus simples qui soient. Tu vas adresser à un enfant ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et c'est un rôle que chaque enseignant pourrait jouer et qui est le plus inoubliable des rôles pour l'enfant. Tu n'as pas à devenir, tu n'as pas à changer, tu n'as pas à correspondre à mes attentes. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Quand tu as lancé ce message dans le monde, envers un enfant, tu l'as envoyé à tous les enfants du monde. Et si tu t'adresses à tous les enfants du monde, par défaut et sans travail, tu t'adresses automatiquement à cet enfant blessé à l'intérieur de toi, qui entend ce « je t'aime parce que tu es comme tu es » pour la toute première fois. Et tout d'un coup, c'est pas un effort. C'est un soulagement. C'est pas un travail, tu vois, c'est de toute cette cocotte minute sous pression, tout d'un coup, tu enlèves le couvercle. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Même pas adressé à toi-même, parce qu'encore une fois, ça marchera pas si tu te l'adresses à toi-même. Ce sera une méthode. C'est pour ça que je parlais de charlatanisme. Oui. Tandis que si tu l'adresses à un enfant, par ricochet, paf. C'est ton enfant intérieur qui a aussi reçu le message. Et c'est fini, il est tout de suite guéri. Excuse-moi. Non, c'est ça. On voit souvent aussi que c'est l'enfant
dans une famille, enfin l'enfant de l'adulte, qui va être aussi le moteur à faire ce chemin-là. À nouveau ouvrir son cœur, se reconnecter à soi pour se reconnecter encore plus profondément à l'autre, à l'enfant, de façon authentique. Oui, mais parce que l'enfant nous laisse. Si nous sommes honnêtes, si on arrête de vouloir. Voilà, il nous laisse pas faire autrement. Si on arrête de faire entrer des trucs dans l'enfant, et j'emploie volontiers cette formule, parce que si tu la métaphorises au niveau physique, eh ben reporte ça à tout le reste. Faire entrer des trucs dans l'enfant, des paradigmes, des idées, des leçons, au mauvais moment. Ce qui va créer des traumatismes épouvantables, hein, quand on parlait tout à l'heure de. On reviendra à l'apprentissage, mais c'est quand on cesse de faire entrer des trucs dans l'enfant, on voit ce qu'il en sort. Et quand on se met à être curieux de ce qu'il en sort, et donc on fait un léger pas en arrière, on quitte donc notre posture pédagogique, éducative, d'élévation donc, hein, mais vraiment d'élevage, pour entrer dans une attitude plus curieuse, plus ouverte, plus disponible, du coup dans un état de réception. Et comme l'enfant est à la fois un émetteur et un récepteur, il nous met dans cette position aussi, et se passent ces choses-là. Tu sais, on parlait d'apprentissage et je voulais juste revenir, je disais, il y a des traumatismes. Un des scientifiques avec lesquels je travaille, Marek Kaczmarczyk, qui est un neurobiologiste polonais, a consacré de nombreuses études à constater que notre cerveau mathématique ne se développe que vers l'âge de 10 ans. À quelques exceptions près, d'enfants qui ont développé, chez lequel ce cerveau a démarré plus tôt. Ça signifie que la rencontre avec les mathématiques, qui se passe bien avant 10 ans, se passe un peu comme si, tu sais, quand les bébés chats n'ont pas encore ouvert les yeux, si tu voulais leur apprendre la théorie des couleurs, c'est un peu difficile, ils n'ont pas l'outil. Et ben c'est pareil, tu peux pas comprendre les mathématiques, donc les apprendre, si tu n'as pas l'outil pour, et dans la plupart des cas, tu l'as pas avant 10 ans. Donc toute rencontre avant 10 ans avec les mathématiques va créer un incroyable traumatisme en toi qui fera que plus jamais tu ne pourras rencontrer les mathématiques avec enthousiasme, parce que tu en auras conclu la phrase la plus dite sur Terre, qui est « Je suis nul en maths ». Tu l'as déjà analysé, la phrase « je », première personne, « suis », du verbe être, « nul », quel jugement de valeur, en maths ou en autre chose, mais c'est en général les maths. Hein. Alors que du point de vue neurobiologique, la phrase correcte serait « les mathématiques ne m'intéressent pas », voire même « les mathématiques ne m'intéressent pas aujourd'hui ». Si tu disais cette phrase, ce qui est la pure vérité, ça n'exclurait pas que demain elle m'intéresse et que d'autres choses m'intéressent. Mais non, on va te faire entrer à grands coups de marteau-piqueur dans le béton que devient ton cerveau quand ça ne l'intéresse pas, parce que ça devient du béton, un cerveau qu'une information n'intéresse pas. On va essayer de te faire entrer des notions qui ne créeront chez toi que ce traumatisme, le traumatisme envers les mathématiques, ce qui est très dommage, parce que c'est pas la faute des maths, pas plus que ça n'est la tienne d'ailleurs, hein, c'est juste pas la bonne rencontre. Tu parles de pédagogie et de rythme, justement. Si tu devais imaginer une école idéale, enfin une école si on pourrait encore l'appeler comme ça, à quoi ça ressemblerait ? Alors, là aussi, je vais te décevoir, mais je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en ai pas la moindre idée et que je n'y réfléchis pas et que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je trouverais une bonne école. Parce que je ne suis pas vraiment concerné. Oui. En revanche, je travaille beaucoup avec des gens qui font l'école, hein, forcément. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de te dire comment je verrai cette école, mais c'est que tu poses cette question et que nous tous, nous y réfléchissions. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y aura 1000 réponses. S'il y a 1000 personnes interrogées, il y aura 1000 réponses. Et si nous interrogions les enfants, ça serait plus simple. Et c'est mon invitation ici, demandons aux enfants. Demandons aux premiers concernés. Arrêtons de créer des systèmes sans consulter, ne serait-ce que consulter ceux qui sont concernés par ces systèmes. C'est assez rapide en termes de réponses. Moi, j'ai eu beaucoup de consultations auprès des enfants. Donc c'était « j'aime pas l'école ». Et qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école ? Tout. Sauf la récréation. Ça nous donne déjà une piste. Oui, mais une sacrée piste, mais même la récréation est problématique parce que tu vas avoir des groupes de pairs, que tu le veuilles ou non, PAIRS. Hein. Oui. D'abord parce que nous y croyons très fort, aux groupes de pairs, on croit aux copains et aux copines, hein, ce qui induit toutes sortes de genrismes, d'ailleurs, tu auras remarqué. Moi, ça m'a toujours très nettement choqué. Je sais que c'est pas notre sujet, hein, mais tu auras compris que j'ai moi qui suis contre rien, j'ai quand même une certaine colère envers le patriarcat. Tu sais, quand deux garçons sont ensemble dans la cour de la récré, c'est quoi ? C'est des copains.
Quand deux filles sont ensemble, c'est des copines. Quand une fille et un garçon sont ensemble, c'est ils sont amoureux, ils sont amoureux. Je sais pas si tu vois la perversité de cette répartition. Parce que ça induit d'emblée, comme ça instille dans le paysage l'idée que ça, c'est les relations, qu'elles sont normales, on oublie de dire normées, qu'elles sont normales ainsi, et ça exclut toutes sortes d'autres combinaisons. Par exemple, deux filles, amoureuses. Et une fille et un garçon, meilleurs amis. Parce que je suis désolé, on va nous dire que ça n'existe pas, mais ça existe et ça peut exister si on se libère de tout ça. Donc tu vois, moi, la cour de la récré, je la vois pas forcément comme libératrice. Comme libératrice. Et puis j'y vois des gens du même âge, plus ou moins, et du même horizon, plus ou moins, et puis qui sont confrontés en permanence au même savoir, aux mêmes apprentissages. Et donc, où il est l'enrichissement de la diversité des âges, de la diversité des tailles, de la diversité des compétences, de la diversité des enthousiasmes, je le vois pas vraiment. Je vois plutôt une toute petite société avec tous les dangers que comprend une société faite de pairs qui commence à se comparer, donc à vivre la compétition, le désir de la disparition de l'autre s'il est meilleur que toi. Et au lieu d'une société... Ça, c'est aussi des créations de l'école, hein. Non. Les mettre en classe d'âge. Oui, non. Il y a de fait une comparaison qui se crée. Mais excuse-moi d'être aussi ferme, non, et de t'interrompre. C'est parce que non, c'est pas une invention de l'école. Parce que là, je voudrais prendre l'école, protéger l'école à cet endroit-là. Parce que la malheureuse école, elle y peut rien. Elle est exactement comme nous. Elle est le reflet. Il règne à l'école les mêmes attitudes et les mêmes paradigmes que dans toute notre société. Oui. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent, mais c'est pas de sa faute. Elle reproduit simplement nos attitudes et nos paradigmes. Et elle en changera quand nous en changerons. Tu vois, on peut pas dire c'est l'école qui fait ça. Non, c'est le patriarcat qui fait ça. Donc c'est ce qui régente notre ordre du monde actuellement, dont l'école est un organe et dont l'école est l'organe reproducteur partiellement. Mais ce sont nos attitudes en tant que membres de cette société qui créent ces paradigmes, qui créent la compétition, qui créent les catégories et qui les comparent entre elles. Ce qui est complètement absurde. Moi, j'ai su lire à 8 ans. Antonin, mon fils aîné, il a su lire à 1 an et demi. Mais nous, ensemble, à 4 ans, quels sont nos points communs ? 0. Mes points communs sont avec des gens qui... tu vois, on aurait eu des points communs avec une personne de 65 ans qui lit, lui à 2 ans et moi à 8 ans. Et tu vois, c'est ça le monde. Mais c'est nous qui créons ça. Et là, je me dois de défendre l'école. L'école n'est jamais que le reflet de nos attitudes et de nos paradigmes. L'école peut être l'endroit où ça change. C'est-à-dire, si l'école est un endroit où quand l'enfant arrive, parce que c'est toi qui l'accueille, il ressent tu n'as rien à faire, je t'aime parce que tu es comme tu es. Alors, cet enfant qui se souviendra de ça et qui se rendra donc compte que c'est possible, alors cet enfant abordera le monde d'une nouvelle manière et créera un nouveau monde à couleur d'enfant. Donc oui, l'école peut tout à fait être le lieu où commenceront les nouveaux paradigmes, où se développera la nouvelle attitude. C'est pas le cas pour l'instant. Tu nous donnes quelques éléments de réponse. Tout de même. Tu vois, j'en avais vaguement l'espoir quand même. Et voilà, c'est juste pour pas continuer à casser du sucre sur le dos de l'école. Ah, c'est pas comme ça. Non. Je suis pas en train de jeter une pierre. Je suis en train de réfléchir à la façon dont on amène certaines choses et qu'on pourrait se départir. Oui, mais tu vois, c'est trop facile en tant qu'adulte, surtout que parent, de se décharger en disant « Ah ouais, oui, c'est des problèmes de l'école. » Non, c'est les nôtres. Oui. C'est les nôtres. C'est le reflet. C'est les nôtres. C'est les nôtres. Donc ça nous invite à voir aussi ce qui est agissant à l'intérieur de nous. Et à ne pas oublier, et ça pourrait être un mot de la fin, ne pas oublier de répéter que nos enfants deviennent comme nous les voyons. C'est un beau mot de la fin. Je vois que l'heure tourne, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter pour conclure, ou est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais conseiller ? Tu les as déjà toutes conseillées. Pour conclure, j'aimerais te remercier. J'aimerais vous remercier. Merci à toi. J'aimerais, te remercier pour chaque occasion donnée d'éclairer le monde avec le regard de l'enfant. Et j'aimerais boucler la boucle et revenir au tout début, à ta toute première question et à l'enfance de mon papa, et pour nous rappeler que ce « je t'aime parce que tu es comme tu es » crée un port d'attache, et que cet attachement, finalement, qui génère la confiance, finalement, que cet attachement est beaucoup plus important que toutes les circonstances, que toutes les méthodes et que tous les environnements
que nous sommes susceptibles de vouloir préparer pour nos enfants. C'est tout ce qui compte. Parfait. Je te remercie. Je mettrai en lien la vidéo TEDx et puis ton site si les personnes veulent se renseigner un petit peu, notamment sur le mouvement l'écologie de l'enfance. Et puis si jamais tu souhaites revenir avec un autre sujet, tu sais que tu es le bienvenu. Eh bien, je reviendrai avec plaisir. Je remets cette initiative entre tes mains. Tu me l'as donnée, je te la rends. Ok. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à contribuer à sa diffusion en partageant cet épisode. Vous pouvez également contribuer à la visibilité de ce podcast sur Apple Podcast en allant ajouter une notation à 5 étoiles sur cette plateforme. À très bientôt!